C'est le moment maintenant de vous donner la parole. J'imagine que vous avez été suffisamment. Bon, je voudrais que maintenant on donne la parole au public pour que vous posiez les questions qui vous préoccupent autour de ces débats. Moi, j'en ai tiré une conviction. M. Manjolo, M. Moulumba, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre sur les questions fondamentales qui sont de l'ordre du changement de ce pays. Vous avez compris que ce pays ne peut changer que sur la base de la vérité, tous les deux. Vous avez compris que ce pays ne peut changer qu'avec des hommes qui sont conscients de leur responsabilité de le faire changer. Et parlant aux jeunes gens, vous avez montré que comment ces jeunes doivent aujourd'hui s'orienter sur la voie de ces changements. Vous insistez sur la voie de l'action. Mais dans cette voie de l'action, vous insistez, M. Manjolo, sur la dimension de l'utilisation de l'intelligence. Freddy, vous insistez sur cette dimension de l'intelligence, mais avec l'ambition que l'intelligence soit au pouvoir. Vous êtes les deux pieds d'une même dynamique, les deux orientations d'une même conviction. Et je pense que sur ces points, si vous avez compris cela, je crois que vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Et je vous donne la parole. Merci. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que nous sommes en train de passer un bon moment? Si c'est le cas, applaudissons encore nos conférenciers. Voilà, le moment est venu de vous écouter. Madame Wawina, pouvez-vous nous aider à faire circuler le micro? Des questions précises et concises, uniquement sur le débat du jour. Alors, vous allez vous présenter, et dire à qui vous adressez votre question. Madame Wawina, à vous. Je suis Rofi Michel Zouzi, chercheur, enseignant et accessoirement dans le privé. J'aimerais, avant de m'adresser à vous, citer un petit extrait d'un texte que certains reconnaîtront. Il nous a été fidèlement rapporté que nos détracteurs et nos contradicteurs nous taxent de poètes de la guerre. Nous leur répondons avec notre moue cyniquement patricienne que c'est une erreur fatale de penser ainsi. Parce qu'à la vérité, nous sommes la guerre. Parce qu'à la vérité, nous sommes la guerre, nous sommes les armes, nous sommes la foudre qui s'abat centenaire, nous sommes les armes de purification, d'éradication et de changement, je paraphrase. Nous sommes le signe annonciateur de la fin d'une époque. Nous sommes l'anéantissement. Nous sommes le ciel prometteur d'un siècle lumineux. Nous sommes la vitalité, la nouvelle vitalité astrale. Nous sommes l'étoile à la robe pourpre qui expose toutes les impuretés d'une terre longtemps souillée. Vous l'aurez reconnu, Généalogie intellectuelle et commodité personnelle, pages 64 et 65. Cette courte citation, pour moi, représente l'essence de ce qu'est l'intellectuel, puisqu'elle se terminait par « voici ce que nous sommes ». À côté de cela, qui me soit maintenant permis d'entrer dans ma question, en mettant en diptyque, en perspective, plutôt non,
de mettre en filigrane deux concepts clés, plutôt un avec sa réalité factuelle. C'est celui de la centralité de l'intellectuel dans ce qui relève de la gestion de la cité, puisqu'il pense la cité des interactions les plus anodines jusqu'à l'idée de la nation en tant que puissance. C'est une réalité sur papier qui est mise en filigrane avec la réalité factuelle, n'est pas celle de constater la centralité de l'intellectuel dans ce processus-là, mais plutôt sa périphicité. Parce qu'étonnamment, lorsqu'il s'agit de progrès, de choses qui ont de l'impact, l'intellectuel congolais semble totalement étranger. C'est une petite virgule que je vais me permettre de faire en citant le professeur Guy Massé qui parlait de 3 illusions que je n'exposerai pas faute de temps. La première, c'est l'illusion de l'information par rapport à la connaissance. On pourrait penser, j'ai un diplôme, donc j'enseigne, donc je suis. Soyez concis, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est celui de du contrôle face à la contagion, de l'ordre face au désordre. Le troisième, c'est la déconnexion des élites. Alors, pour finir, ma question en tant que prospectiviste est simple. Quel est le futur de l'intellectuel congolais, de ce qui est de l'intellectualisme, de l'intellectualité et de l'intellection? Parce que, je vais finir par là, une citation très connue dans nos milieux chrétiens est « le faire aiguise le faire ». Mais je suis curieux, à la fois scientifiquement et même humainement comme ça, de voir 2 barres de fer qui se frottent, 2 barres de fer visiblement corrodées, qui se frottent l'une contre elle, prétendant vouloir s'aiguiser. Quel en sera le résultat? Merci. Prochaine question. Monsieur Guillaume, avec de mots concis qu'il a utilisés, vous avez parlé des éclaireurs, vous avez parlé des artistes concernant la beauté, et puis j'ai entendu plusieurs couleurs en termes de définition concernant l'intellectuel. Alors c'est une question que je vais poser. Vous avez utilisé l'expression usine pour signifier le monde universitaire par l'intermédiaire de nos répétiteurs dont vous aviez fait mention. Alors ici pose un problème. Nous savons tous que, par exemple, la Cour constitutionnelle, qui est le juge pénal du président de la République, le président de la République a 3 juges qui nomment par voie d'ordonnance. Alors, lorsqu'il se retrouve là, étant qu'il y a des éclaireurs, des personnes, vous avez répété cela, dire la vérité, qui doivent dire la vérité. Pensez-vous que par cette nomination, par cette voie des récompenses, pourront-ils dire la vérité, c'est-à-dire s'opposer en termes de voie par lequel le président de la République peut pencher? Alors j'aimerais revenir aussi sur le professeur, monsieur, j'aime vous suivre beaucoup, j'ai été dans votre conférence à Fatima. Vous avez parlé d'un aspect important de la culture. Pourrais-je savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas abordé cette question de la culture? Je cite la littérature, nous avions tant d'auteurs, je cite Mongobeti, Pichibanda, Chibambe, leur place dans le monde politique en ce qui concerne l'intellectualisme. Pour finir, je rappelle cette citation de Mongobeti qui a dit une fois que lorsque la violence frappe notre pays, il faut faire quelque chose. Je dis, je vous remercie. Merci pour la parole, c'est M. Jean-Pierre Piana. Je voudrais faire une petite réflexion avant de passer à la question. Alors, Socrate nous dit que le défi pour l'excellence, souvent, nous sommes des êtres agissants avant de devenir des êtres humains. Alors, il y a une autre citation que je vais encore amener qui dit que l'intégrité, c'est une force qui soude nos pensées, nos paroles et nos actions, et qui font de nos paroles, nos actions et nos pensées un tout, de telle sorte qu'il n'y a aucune contradiction entre ces 3 composantes. Alors, de ces 2 citations, je vais faire ressortir ma question. Entre-temps, Albert Einstein nous dit, je m'excuse parce que je vais dire en anglais,
c'est que insanity is doing the same thing over and over again and expect different results. C'est-à-dire que la folie, c'est de répéter le même schéma opératoire, mais d'espérer qu'on va obtenir un autre résultat. Alors, par rapport à ces situations que je viens d'évoquer, la question est adressée aux deux conférenciers. Notre pays est en train de négocier un tournant décisif dans son histoire. Comment allons-nous faire avec l'union sacrée et le président de la République pour que nous ne puissions pas sembler être fous, au sens d'Albert Einstein, pour qu'on ne prenne pas les mêmes et qu'on recommence, parce qu'on risque d'aboutir au même résultat. M. Manjolo a parlé de la transhumance politique, ça nous fait peur. C'est-à-dire qu'on va prendre les mêmes et on va recommencer. Alors, que faut-il faire si vous êtes à la place de M. Jean-Michel Samaloukonde aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel casting vous allez faire pour ne pas nous reproduire les mêmes schémas opératoires et de facto aboutir au même résultat? Merci beaucoup. 3 dernières questions. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Chantal Faïda, activiste sociale. J'ai 3 petites questions. S'il vous plaît, une question et nous allons passer la parole de l'autre côté. Merci, madame. Merci beaucoup. Okay. Le professeur Kaman a parlé de la voie de l'action et de savoir aussi qu'est-ce que l'intelligence produit pour la communauté. Ma question, c'est par rapport à vous tous, chercheurs ou penseurs congolais, par rapport à la situation qui vit notre pays, le manque de paix. On dit souvent qu'elle est propre de la guerre et qu'elle est odieuse. J'aimerais savoir quelle panacée, vous, penseurs, philosophes ou producteurs de savoir, vous avez pour qu'il y ait une paix durable dans notre pays. Parce que le politique, le professeur Freddy, je ne sais pas si j'ai bien dit, a parlé de Karl Marx qui a produit plusieurs théories et les politiques ont suivi ces théories-là. C'est-à-dire que pour notre pays, on manque la paix, peut-être parce que les penseurs n'ont pas encore produit des théories que les politiques devaient mettre en œuvre. L'autre pensée, c'est par rapport à M. Freddy. Il a parlé de personnes qui marchent dans les couloirs des ministères cherchant des postes alors qu'ils doivent les prendre. Et plus tard, vous avez dit que le ministre Manjolo est dans un parti politique, c'est-à-dire qu'il suit les pensées des dirigeants politiques. Et ma question s'adresse à M. Freddy en disant, avez-vous une histoire malheureuse avec les partis politiques? Parce que quelque part, vous encouragez aux intellectuels de rentrer en politique pour mettre en action leurs idées, et en même temps, vous dites qu'ils sont dans les partis politiques, ils suivent des dictats de leurs leaders. Donc, c'est un peu contradictoire. Donc, on ne peut pas prendre un ministère si on n'est pas dans un parti politique. Et j'aimerais savoir quelle critique vous faites par rapport aux partis politiques congolais. La dernière idée, c'est par rapport à la conférence. C'est une meilleure conférence. On aimerait que les jeunes aussi puissent avoir ce genre d'initiative. Quel est votre secret, vous qui avez organisé cette conférence? Comment est-ce que vous avez trouvé des ressources pour nous permettre, nous aussi, d'imiter et de marcher sur vos traces? Merci beaucoup. Merci, madame. Madame Wawina, faites circuler le micro de l'autre côté. Et nous signalons que nous avons également des questions. Voilà, nous allons d'abord prendre les réponses de ces 3 premières questions, ou 4 si je ne me trompe pas. 3 dernières. Nous allons d'abord prendre les réponses de cette première question, ou la première série, si je peux le dire. Et juste après, nous prendrons aussi des questions de nos internautes qui nous ont déjà écrit. Et ensuite, nous repasserons la parole au public. De ce fait, je vais passer la parole d'abord à M. Freddy, en premier. Ok, merci beaucoup. La première question, c'est sur les futurs de l'intellectuel. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dans ces pays sur la question de notre éducation, la question de l'enseignement, la question de l'université. Il y a eu beaucoup de séminaires, mais les hommes politiques n'ont pas mis ça en pratique. Parce qu'on sait que quand on change l'éducation, l'enseignement, la formation,
on change la société. Nous sommes tous produits, notre société en crise. Si nous voulons demain avoir un intellectuel de qualité, donc les vrais, il faut réformer l'université, réformer l'école et donner un contenu qui doit coller avec nos réalités. J'ai vu que beaucoup de gens citent Socrate et les autres. C'est bien, il faut s'enrichir, mais il faut faire un effort pour lire nos propres penseurs. Je peux vous poser la question, combien de gens ont lu Kamana? Combien? Des jeunes gens? Okay. 6 personnes, non, 10. C'est le seul penseur africain qui a beaucoup travaillé sur la Renaissance africaine, sur l'imaginaire de l'élite africaine. Moi, je connais Kamana par hasard. J'avais lu son article en 1978, l'intellectuel, non, les drames de l'intellectuel zaïrois. C'est ça, professeur? Prof? Ah, c'était les drames de l'intellectuel zaïrois. Je l'ai lu, j'ai eu la chance d'aller à Yaoundé. Il y avait un forum sur la culture africaine. Le professeur Mbouyamba, qui est décédé, m'a dit qu'il était avec Kamana. Ah, Kamana existe encore. Okay. J'étais encore au journal Le Potentiel et j'ai fait un voyage à Bafoussam pendant 1 semaine pour l'interroger. C'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai la grande partie de ses ouvrages dans ma bibliothèque, sur le plan philosophique et sur le plan, je dirais, un peu pensé. Donc, tout ce que moi je peux vous demander, prenez le temps de lire les penseurs congolais. Nous serons contents. Déjà, vous aurez cité Kamana, Mudimbe, Ngal, Gondabinda, vous avez Kasereka. Il faut les lire. Les livres sont là. Et malheureusement, comme on n'a pas réformé notre enseignement, vous citez les penseurs des autres pays. La pensée occidentale n'est pas universelle. Cela ne veut pas dire qu'il faut la rejeter. On peut s'inspirer pour moderniser notre propre pensée. Donc, il faut s'enrichir. Mais pour le moment, beaucoup plus, notre enseignement nous forme avec la pensée des autres. Ça ne marchera pas si on veut avoir un intellectuel du futur capable de faire du bon travail. Pourquoi on n'a pas parlé de la culture? Je pense qu'aujourd'hui, c'était un débat contradictoire entre mon ami Pépin et moi sur qui est un territoire qui ne l'est pas. Mais je pense qu'on a fait la conférence samedi passé sur le discours du président Tshisekedi à l'Union africaine. J'ai fait appel au professeur Kamana qui a parlé de la Renaissance africaine par rapport à ce discours. Il y a le professeur Balouf Kanyinda, un grand cinéaste, qui a parlé de pourquoi les Congolais ne sont pas panafricanistes. Ce qui est frappant, nous sommes le seul pays où il n'y a pas assez de panafricains. Je parle souvent au Cameroun. Le débat est houleux. On trouve des lumumbistes, plus de lumumbistes au Cameroun qu'à Kinshasa. Ce sont des questions, vous qui êtes jeunes, il faut vous interroger. Le Lumumba est connu ailleurs, sauf ici chez nous. Pourquoi? Les réponses sont dans les livres. Prenez le temps de fréquenter les bibliothèques, vous trouverez la réponse. Concernant l'union sacrée, je pense que les hommes politiques ont leurs calculs. Il faut laisser le temps au temps pour voir ça va donner quel résultat. Mais déjà, ce qu'il faut dire, il faut qu'on tire les leçons du passé. Parce que ces mêmes personnes qui sont dans l'union sacrée, la plupart ont commencé à faire la politique depuis 1990 avec la conférence souveraine. Vous n'étiez pas encore né, pardon. Vous trouverez les mêmes têtes. Donc, depuis que Mboutou est parti, ils sont toujours en politique. Ce qui est vrai, il n'y aura pas un changement avec telle personne. Donc, le travail à faire, c'est changer d'élite. Et pour cela, il faut qu'il y ait une pression populaire. Je vous prends un exemple un peu simple. L'histoire de Caméré.
l'histoire de tournement des fonds. Ce n'est ni les élites, ni la presse traditionnelle qui a fait pression sur le président Tshisekedi. C'est le peuple. Mais curieusement, ce sont des Wewa, des gens qui n'ont pas fait de grandes études, qui savent défendre leurs propres intérêts. Donc, il faudrait, vous qui êtes jeunes, être attentifs à la politique et faire des pressions pour éviter que demain, les mêmes voleurs reviennent. Si vous ne faites rien, mais demain matin, ils vont revenir, vous allez pleurer, mais ce sera trop tard. Donc, il faut participer au débat intellectuel. S'il faut marcher, vous marchez quand ça ne marche pas. C'est ça la liberté. Donc, il ne faut pas attendre des miracles avec cette classe politique des margoulins, des pilleurs et des prédateurs. Il faut renouveler notre classe politique. Je pense que la chance que nous avons aujourd'hui, on a eu une transition de pouvoir pacifique, il n'y a pas eu de mort. Et deuxième chose, notre pouvoir ne dépend pas de l'étranger. Parce que c'est nous-mêmes qui avons organisé nos propres élections. Donc le président Tshisekedi n'a de comptes à rendre à personne. Il a des comptes à rendre à notre peuple. Donc maintenant, il faut que le peuple demande des comptes. Il ne faut pas rester bras croisés pensant qu'il va agir. Non. Vous devez demander des comptes au président Tshisekedi parce qu'il est là pour le peuple, pas pour lui. Donc il faudrait que vous, jeunes, que vous entrez dans les médias. S'il y a des manifestations à faire, vous faites des manifestations pour dire nous ne voulons pas avoir les mêmes voleurs revenir. Il va écouter, parce que c'est le peuple qui demande. Mais si vous ne faites rien, les mêmes vont continuer. Les problèmes de la paix à l'est du pays. Je pense qu'il y a un problème chez nous. C'est là où les travailleurs intellectuels. C'est curieux, je suis dans la presse, ça fait plus de 20-30 ans. On tue des gens à l'est là-bas. À Kinshasa, les gens parlent d'autre chose. Partage de gâteaux, partage de pouvoir. Et quand je vois la presse, elle est ailleurs. Droits de l'homme. Mais on tue des gens. Donc ça signifie que notre peuple, à travers la presse, ne s'exprime pas. Donc il faudrait que la situation de l'Est soit expliquée d'abord par des spécialistes. Voilà l'importance de l'intellectuel. Quelqu'un qui comprend la géopolitique va vous dire, ça se passe comme ça, regardez les tireurs d'élite, des ficelles. Mais quand on prend notre presse et nos intellectuels, ils ne pointent pas du doigt les tireurs de ficelles. Tout le monde a peur. Pourquoi avoir peur? La peur de perdre les privilèges. Je suis DGA, si demain je suis chômeur, je vais vivre comment? Est-ce que je peux marcher à pied? Que faire? Je dois me taire. Et la peur de mourir. On a peur de la mort. Ah, vous avez peur, on va vous tuer. Donc il faut quitter cette peur et savoir s'assumer. Ça signifie que vous devez parler clairement quand ça ne marche pas. Et identifier les véritables tireurs de ficelles. Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni. Les patrons sont en Occident. Ce que j'ai appelé les globalistes mondialistes. Ceux qui ont fait la guerre de l'AFDEL. Kagame ni Museveni ne sont pas partis chercher les gens à Washington. On leur a dit, faites ça pour changer le pouvoir à Kinshasa. Nous devons contrôler le Congo. Donc, ce sont des marionnettes qui sont là. Mais les patrons, ils sont à Kigali. Ce qu'on appelle globalistes, mondialistes. Ce ne sont pas des États. Et quand on a une telle lecture, pour nous en sortir, il faut que notre peuple soit debout. Pour que le peuple soit debout, il faut que l'intellectuel l'informe, l'oriente. Il faut que les médias fassent son travail. Mais quand vous avez des danseurs et des buveurs de bière ici, il ne faut pas espérer. Donc, il faudrait que vous, jeunes, vous preniez conscience de parler. C'est votre avenir qui se joue ici. Sinon, vous serez esclaves des autres. Oui, concernant les partis politiques. En fait, je ne suis pas contre les partis politiques comme tels. Mais la manière dont les partis politiques fonctionnent à Kinshasa, il faut se poser des questions. D'abord, quand tu dis parti politique, tu vas trouver quelqu'un avec sa femme et ses enfants. C'est un parti politique. Il n'y a aucune idéologie. Vous le voyez au Parlement. Quand le mari devient ministre, on met sa femme comme député. C'est dit jamais vu. Et ça doit continuer comme ça. Pourquoi ne pas prendre l'exemple des autres que ça marche? Si vous partez en Amérique, vous partez en Chine, vous voyez comment ça fonctionne. Mais malheureusement, chez nous, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. La plupart de nos élites ici ont fait l'Europe.
On fait la Chine, on fait l'Amérique. Regardez là où ils sont. Regardez l'état dans lequel se trouve notre pays. Un jour, j'ai voyagé avec un ministre au Maroc. C'était pour la première fois qu'il arrive au Maroc. On était logés dans un hôtel 5 étoiles. Il est au balcon, il regarde. Le Maroc n'a pas du pétrole. Mais très bien construit. C'est mieux que la ville de Rabat. C'est mieux que la Belgique, donc que Bruxelles. Très propre. Mais le Maroc n'a pas de minéraux. Mais le ministre qui est au pouvoir, il dit, ah, c'est bien fait ici. Mais pourquoi lui, il est au pouvoir, pourquoi il n'a pas changé? Ce sont des questions de fond. Donc il faut, comment dirais-je, concernant les partis politiques, pour dire qu'il faudrait que les gens qui doivent faire la politique, entrer en politique, qu'ils ont quand même des ambitions. L'homme politique, l'homme d'État doit laisser des traces. Si vous voulez vous enrichir, allez faire le commerce. Lumumba est mort, il a laissé combien à sa femme? Etienne Tshisekedi, il a laissé combien à sa famille? Rien. C'est parce qu'il y avait des ambitions, il y avait des convictions. Si vous voulez vous enrichir, allez faire les affaires. Venez un cadre de la banque, vous vivrez mieux. La politique, c'est l'apostolat. Et au bout de ça, si vous avez des ambitions, c'est laisser un nom dans l'histoire. On viendra dire, tel monsieur a fait du bon travail, on voit les monuments. Ah, les gens se rappellent. Celui-ci a pris une bonne décision. Le Congo a été stabilisé, le Congo a été unifié. On se réfère à toi. Mais ici, tout est réduit à la mangeoire. Avoir une voiture, une maison. On voyage en first class quand on prend la champagne. On a l'inter, quand il y a des manifestations, on est devant, on se voit. Non, ce n'est pas ça faire la politique. Donc nous devons changer. Ou bien on ne change pas, on va périr. Nous sommes dans un monde trop violent. Tout est question de rapport de force. Il faut des élites qui ont quand même des caractères pour tenir tête aux autres qui sont habitués à nous dominer. Mais si nous ne faisons pas ça, et c'est tous la jeunesse, nous passons. L'avenir se construit aujourd'hui. La plupart des jeunes, je vois, beaucoup ne lisent pas. Les savoirs, c'est le pouvoir. Si vous ne lisez pas, vous ne serez pas grand. Lisez les mémoires des grands hommes d'État. On va vous dire, ce sont des grands lecteurs. Moi, j'étais en Chine. Je suis entré même dans la maison de Mao. Maison de Mao. Donc, même sur les livres, il n'y avait que des livres. Mao a lu la grande partie de l'histoire chinoise. C'est grâce à cette lecture, à ces lectures, qu'il y a eu la révolution. Mais vous allez faire la révolution comment? Avec les pensées des autres? Ou bien vous ne lisez pas, les gens discutent, à la télévision s'insultent, et tout le monde est content, en cravate et costume. Nous devons changer pour que le Congo change, que l'Afrique devienne une puissance. Je commencerai par Madame Chantal Faïda, qui a été assez perspicace pour relever les petites contradictions de mon ami et frère Mulumba sur sa posture de Shostakovich. En fait, l'histoire de Shostakovich, c'était un Russe, un classique, un musicien russe du temps de Staline. Ça nous est rapporté par Zizek, un éminent philosophe d'origine bosniaco-serbe. Sur la position des uns et des autres, ça va relier la question qui a été posée par rapport à la transhumance et ce qu'il vient de défendre et aller au-delà par rapport à sa propre position au niveau de la RTNC, dont il nous a déterminé au départ que c'était une institution politique et par conséquent, quand on y entre, on fait de la politique. Or, monsieur fait de la politique, donc il est politique et par conséquent, il doit assumer qu'il est politique. Et c'est que les syllogismes étant comme ça, et par conséquent, la prémisse étant lui-même qu'il a posé RTNC, institution politique. Lorsqu'on y travaille, on fait de la politique. Or, moi, Mulumba, je suis dans la RTNC, donc je suis politique et par conséquent, j'ai fait de la politique.
Je pense que c'est aussi simple que ça. Il faut simplement avoir le courage de l'assumer pleinement. Donc, Madame Faïda, ne cherchez pas où, s'il est dans un parti politique ou pas, il fait de la politique. Donc c'est naturel qu'il puisse assumer ses convictions politiques au lieu de pouvoir les taire. Alors, pour revenir à Chastakovitch, Zizek nous dit Chastakovitch a honte d'être stalinien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, je suis un dissident de l'intérieur. La fameuse phrase de rentrer à l'intérieur pour mieux maîtriser les choses et tout ça, faire la pratique à l'intérieur. C'est Chastakovitch. Et alors, il prétend que son 5e mouvement, sa 5e symphonie, sa symphonie triomphale consiste à pouvoir dire que quand vous entendez les rondements, c'est qu'on est en train de traîner les gens vers le goulag. Quand vous entendez les sons perçants, c'est qu'on est en train de clouer les cercueils. Mais pendant ce temps-là, comme tout apparatchik, il profite du système. Il s'engraisse, tout va bien pour lui. Il prétend que c'est un message qu'il envoie aux dissidents de l'extérieur parce qu'il est à l'intérieur. C'est ce que définit Zizek en disant non, ça s'appelle dorénavant la posture des Chastakovitch. Ce qui fait que lorsqu'on a des convictions réelles, solides, on se tient dans une position, on ne lâche pas cette position-là, et quand on va d'un côté ou l'autre, selon les temps, un peu comme les vents amènent les roseaux, ces convictions sont trop faibles. Donc on ne peut pas prétendre donner des leçons à qui que ce soit. Alors, donc, Madame Faïda, vous avez raison sur l'ordonnancement des idées de mon frère Mulumba, qui nous laisse dans une perplexité sans nom. Donc, merci infiniment. Et votre question était aussi sur la théorie de la paix. J'ai proposé des pistes de solutions lorsque j'ai fait un travail avec l'Union européenne sur la traçabilité des matières premières en RDC. Il y a 2 instruments clés qui peuvent donner solution à la situation. J'ose espérer que ceux qui viendront par la suite appliqueront s'ils ne sont pas eux-mêmes impliqués ou compromis. Il s'agit ici de Dodd-Frank Act, puisque Mulumba dit justement que la mainmise vient de l'extérieur, et cet extérieur vous donne des instruments pour gérer la situation. Les Dodd-Frank Act, c'est une loi de plus ou moins 1500 pages, dont quelques paragraphes ont été réservés sur la RDC. C'est la concurrence déloyale entre les entreprises américaines et l'approvisionnement en matières premières. Dans cette loi américaine, Dodd-Frank Act, c'est Dodd et Frank, ce sont les 2 sénateurs, ils disent que toute matière première venant de la RDC devrait être tracée et estampillée RDC avant qu'elle soit mise sur le marché. Et par la suite, en 2017, il y a l'Union européenne qui a fait une résolution calquant exactement les Dodd-Frank Act. Alors, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris ces 2 textes, j'ai proposé à l'Union européenne, dans le cadre de l'accord de Cotonou, pour mettre en œuvre ces 2 instruments, et avec la gestion de l'Union africaine par le président Tshisekedi, c'est une opportunité d'en faire la promotion, les lobbies et les commerces à travers le monde. C'est-à-dire que toute matière première qui devrait sortir de la partie Est ne peut être mise sur le marché que si elle est estampillée RDC et reconnue en tant que telle. Ça prendra 2-3 ans, mais finalement toutes les milices qui gravitent autour des matières premières qui nourrissent leurs activités criminelles n'auront pas de marché. Quand vous coupez le marché, vous avez la plus grande solution au départ. Et ramener les entrepreneurs qui sont de ces matières premières de venir sur les territoires congolais pour y investir, tout en donnant les garanties nécessaires par rapport à leurs investissements. Voilà une solution, Madame Faïda. En ce qui concerne l'organisation de l'activité d'aujourd'hui, donc il y a l'équipe pilotée par M. Héritier Sangol qui pourra vous donner les clés de comment ça fonctionne effectivement. C'est très important qu'on puisse avoir des débats au niveau des jeunes, ce qu'on a fait pendant un certain temps avec les jeunes gens de l'art majeur. D'ailleurs, on le faisait avec Freddy Mulumba. On mettait ensemble, face à face, des associations des jeunes qui débattaient sur un sujet intelligent, de l'intelligence congolaise pure,
et on déterminait qui avait emporté ou pas, selon que ça permettait d'évaluer les connaissances des uns et des autres. Monsieur Piana, très bien, vous avez des références et vous avez raison de pouvoir en faire état, mais je vous recommanderais plutôt de pouvoir lire en profondeur pour comprendre que certaines choses, il faut les contextualiser. Lorsque vous dites que Socrate dit « nous sommes agissants » et par conséquent en pensant par la suite, c'est contraire à l'idée même de Socrate par rapport au mécanisme en question. Cette idée est mieux reprise chez Camus dans les mythes décisifs, où il dit « avant d'agir, pensez d'abord ». Il s'avère simplement que on fait partie d'une société qui ne pense pas, qui agit et qui pense par la suite. Donc quand vous inversez cet axiome, ça ne peut pas marcher. D'où la nécessité d'avoir des idéologies précises, pensées, organisées, structurées, avec des perspectives précises de gestion. Et que les gens s'affilient à ces idéologies et à ces perspectives de gestion. Mais lorsqu'on rentre en politique ou dans la gestion de la cité, parce qu'on a besoin de pouvoir trouver un travail, se nourrir, et qu'il n'y a pas d'idéologie, c'est normal que cette mutation et la transhumance soient tout aussi naturelles. Et on est parti dans ce sens-là pendant encore 100 ans. On ne sortira pas de là. Les petites espérances actuelles, c'est un feu de paille. Ça passera, on reviendra. Il y a eu des grands débats, conférences nationales, Sun City, Lusaka, il y a eu tout ça. Mais tant qu'on n'a pas déterminé les projets congolais, j'insiste, les projets congolais, tant qu'il n'y a pas, comme Kamana qui travaille énormément sur le projet congolais, c'est pour ça que je ne suis pas en adéquation avec l'idée du panafricanisme tout azimut, je pars du principe d'avoir déterminé qui sommes-nous. À un article proposé par Kamana dans ce sens-là, du panafricanisme, je lui ai répondu par un autre article, lui demandant de se concentrer un peu plus sur la RDC. Et comme intellectuel profond des premiers ordres, homme supérieur, il a pris ça avec énormément d'intelligence. Il a publié mon article à côté du sien. Lorsqu'on n'a pas maîtrisé qui on est, il est difficile d'élargir les possibilités par rapport aux autres. Les connais-toi toi-même, c'est un principe clé. Connais-toi toi-même, détermine-toi, organise-toi, et par la suite, maintenant, regarde au-delà de tes frontières. On ne peut pas, sans avoir maîtrisé c'est quoi la RDC, prétendre gérer toute l'Afrique. Les autres pays africains, quand on prend le Sénégal, on prend le Cameroun, au sens intellectuel du terme, je ne parle pas au sens politique, au sens intellectuel du terme. Ces pays sont assis sur des concepts clés et des lumières clés de leur société. Prenons l'exemple du Sénégal, qui a eu un premier président, un homme très lettré, un intellectuel profond, Sédar Senghor, avec ses travers bien entendu, avec ses contradictions, notamment sur la négritude et sur son mariage avec une blanche alors qu'il faisait la promotion des Noirs. Ce sont les contradictions qui ont été relevées par un tout grand aussi, Cheikh Anta Diop. Donc il y a une ossature nationale qui permet de respecter ces pays-là. Et par suite, maintenant, ils peuvent élargir leur panorama au-delà de leurs frontières. On ne peut pas sauter des étapes. On n'a pas encore appris à s'asseoir, on veut déjà marcher. Donc il y a des étapes clés de l'évolution à la fois d'une société par rapport à elle-même, les reflets de son propre miroir, avant de pouvoir se répandre ailleurs. On doit sortir un peu du mimétisme qu'on entend ici et là, tel a fait ça, nous devons faire ceci. Mais non. Vous avez la culture de la lecture qui a été imposée par Sédar Senghor pendant très longtemps au niveau du Sénégal. Ce qui fait que les Sénégalais écrivent, lisent tout le temps. Dernièrement, à Brazzaville, j'avais été invité à la conférence pour parler de Henri Djombo, qui est un intellectuel, ministre d'État en charge de l'agriculture des Raplux-Sœurs du Congo-Brazzaville. J'y avais été invité avec un autre collègue ministre sénégalais.
Donc nous étions à deux à participer à cette activité de très haute portée, par exemple, de la littérature, de la création, du théâtre. Et on sentait qu'effectivement, du côté sénégalais, il y avait une assise profonde, très structurée sur l'appréhension de la culture et son intégration dans la cité, et par conséquent, la capacité d'aller au-delà des frontières. Ce qui n'est pas le cas en RDC. Donc moi, je ne peux pas reprocher aux jeunes Congolais de ne pas pouvoir s'asseoir ou faire la promotion du panafricanisme, dans la mesure où les leaders et les intellectuels qui sont censés pouvoir leur donner cette matière-là n'ont pas eux-mêmes d'ailleurs assimilé d'abord ce que nous sommes. Donc il y a un souci par rapport à ça. Pour revenir à M. David Béa, lorsqu'il parle de la Cour constitutionnelle, je ne pense pas ici être dans les cas pratiques à pouvoir évaluer les choses. Il y a un élément clé dans la pensée qu'on appelle la conscience. Chaque être humain est face à sa propre conscience. Il t'appartient de dire si effectivement tous les parcours scolaires que tu as pu faire, de la maternelle en passant par l'école primaire, les secondaires, l'université, les travaux acharnés pour répondre aux questions d'examen, l'accès à une profession, tout ça doit être monnayé pour un poste. À toi et ton libre examen. Il ne m'appartient pas en tant que simple individu de pouvoir évaluer la situation des uns des autres. Tu es à la Cour constitutionnelle, si tu as été positionné là-bas pour une mission précise et que tu l'as acceptée, il n'y a que ta propre conscience. Mais si tu as été là pour pouvoir faire comme disait Cicéron au juge romain, j'amène vers vous quelqu'un dont les actes ont démontré qu'il est malsain pour notre société. Et par conséquent, si vous voulez encore garder votre auréole, prière les condamnés. Cette phrase est toujours d'actualité dans la plupart des pays, dans d'autres, non. Alors, est-ce qu'on fait partie de quel pays? À vous de déterminer les moments venus. Monsieur Nzouzi, je suis assez touché par la perspicacité de votre approche. Ce que vous avez fait, ce n'était pas vraiment une question, c'est une intellection réelle. C'est très rare. On a des perles dans cette République où vous en êtes une. D'avoir la capacité non seulement de faire la rétention exacte d'un texte qui est le mien, me semble-t-il, et par la suite construire une pensée autour de ça avec plusieurs théories. Vous êtes dans l'enseignement. Voilà ce que je vous recommande, c'est que pour faire la différence avec les autres, vos prédécesseurs, continuez sur cette voie, évaluez les possibilités, proposez des pistes de solutions, écrivez, on soutiendra votre travail. J'irai voir Kamana en personne avec votre travail, donc je le verrai en avant-première, puisque j'essaie de filtrer pour voir si c'est convenable ou pas. Et Kamana soutiendra par une préface pour donner corps et une certaine hauteur à votre texte éventuel. Mais s'il vous plaît, n'entrez pas dans ces sacerdoces par les prismes de « j'enseigne donc je suis ». Entrez par la création des possibilités, par la mise en perspective de l'intelligence, de la vertu, de la raison. Puisqu'il nous est dit, il nous revient encore, et là je ne suis pas non plus d'accord avec M. Boulma qui dit l'universalisme des propos occidentaux. Non. La connaissance et la pensée sort de la terre première qui est l'Afrique. La connaissance et la pensée sort de l'Afrique, qui a été récupérée par les Occidentaux, par les Asiatiques par la suite et tout, et finalement qui l'ont adapté, qui ont fait ce que Paul Ricoeur appelle l'herméneutique. Simplement. On ne peut pas aujourd'hui rejeter en disant ils pensent comme ça, c'est pas bon. Bah non, ils disent 1 + 1 = 2. On peut pas dire c'est pas bon parce qu'ils pensent comme ça, c'est l'universel. L'universel a ça de différent avec les restes. C'est que quand on dit la Terre tourne, elle tourne. C'est pas parce que Galilée l'a dit que ça ne tournait pas, parce qu'il est occidental. C'est ça l'universel. Avant lui, Copernic a fait des travaux par rapport à ça. Donc on doit faire la part des choses entre l'universel qui s'applique à tous. C'est le bon sens, c'est la raison, c'est la rectitude, c'est la vérité absolue. Et avec les conceptions des natures religieuses qu'on a trouvées dans les textes, enfin dans la Bible, qui est à la base de la controverse de Valladolid.
qui veut qu'un noir soit inférieur au blanc sur les fondements de la malédiction des Canaan ou des Cham. Discussion entre deux prélats, Sepulveda et Las Casas, entre 1850 et 51, où ils devaient déterminer quels étaient les peuples qui devaient être soumis à l'esclavage. Au terme de cet exercice, il s'avère que l'un a gagné par rapport à l'autre en disant qu'effectivement, le peuple noir, selon la Bible, c'est un peuple maudit et par conséquent, il devrait être soumis à l'esclavage. Alors, être en dehors de cette conception pour savoir ce que l'autre pense de nous, serait malheureux. La preuve d'ailleurs, nous sommes en train de parler dans la langue qui est la leur. Nous discutons dans leur langue. Nous ne parlons pas dans l'autre. J'aurais souhaité qu'on parle en Chiluba ou en Lingala, mais malheureusement, on n'a pas les codes précis par rapport à ça. Donc, rester en bloc en disant « ce n'est pas bon, il ne faut pas le faire », non, je ne pense pas que ce soit la bonne option. Il faut prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. C'est ce qu'on appelle l'acculturation. Et sur ce point précis de la controverse de Valladolid, il s'ajoute simplement que c'est cette base-là qui a fait qu'on puisse traîner nos frères et sœurs de l'Afrique pour l'esclavage aux Amériques. Et à cette suite, il y a la France qui a instauré les codes noirs à travers Louis XIV. La marchandisation de l'homme noir sur les principes que ce n'était pas un humain à part entière. C'était une marchandise comme une autre parce que l'Église avait décidé que c'était ainsi. Alors, si vous n'avez pas toutes ces clés-là pour évaluer ce que l'autre pense de toi, l'autosuffisance de soi en disant « moi seul » ne suffit pas. Il faut avoir l'autre, et puis par la suite, en évaluant l'autre, on a les miroirs pour évaluer ce qu'on est soi-même et comment on va se comporter par rapport à l'autre. L'occupation internationale dont on parle, la globalisation, c'est naturel. C'est complètement naturel. Là n'est pas la question. La question est que la compétition se met en place. Il faut s'armer pour affronter. Il ne faut pas être dans la victimisation sans cesse. La victimisation est de l'ordre des sous-humains. Passer son temps à dire, on nous fait ceci, ils sont en train de nous occuper, ils ont décidé à Washington, ils ont décidé à un endroit. Mais vous faites quoi pendant ce temps-là? Vous larmoyez sans cesse. Armez vos enfants de la pensée la plus robuste. Éduquez-les à pouvoir travailler là-dedans. À se dire sans cesse, comme j'ai dit dans Mutumbu, que Dieu est congolais. Et dès que vous avez déterminé ces principes clés que Dieu est congolais, parce que ce n'est pas normal que la seule terre sur cette planète, le seul espace sur cette planète qui soit doté d'autant de possibilités soit la RDC. J'ai parlé en amont de mes propos ici sur les tableaux de Mendeleïev. Autrement dit, les tableaux périodiques des matières chimiques et tout ça. La RDC a explosé ces tableaux de Mendeleïev. On a tout. La RDC, c'est le pays du cobalt qui va faire la transition énergétique, qui va remplacer tous les pays membres de l'OPEP par rapport au pétrole. La RDC est le concepteur du bâton du Shango il y a 20 000 ans. Cette même RDC ici, aujourd'hui, doit se mettre dans une position de victimisation, de pleurs sans cesse. Ce n'est pas naturel. Et par conséquent, je pense qu'il faut appréhender le problème autrement, l'approcher autrement. D'où la quête sans cesse de la volonté de puissance. Mais il faut se donner les outils de la volonté de puissance. Un outil clé, c'est qu'on doit reformuler l'importance des structures de décision, notamment les ministères de la culture. Si ce qu'on retient de nous sur la planète, c'est le bâton du Shango, c'est la culture congolaise, alors il faut remonter le temps pour dire, nous avions commencé à faire les mathématiques à l'époque déjà. Soyer nous dit, c'est un Belge qui a regardé un peu la configuration politique à RDC, nous dit, dans ce texte, que quand ils sont arrivés en RDC, ils ont trouvé qu'effectivement toutes les sociétés étaient structurées, organisées, bien faites. Les règles de gestion de la RDC étaient bonnes, étaient parfaites. Ils connaissaient les droits, l'organisation de la cité. Notamment la servitude, le fait de traverser la parcelle de quelqu'un pour aller vers la rivière. On disait, voilà, il ne fallait pas mettre ta maison là parce que tout le monde a droit d'aller vers la rivière. Si ta maison est située là où les gens doivent passer, tu dois subir la servitude. C'est RDC, depuis la nuit des temps.
La conception du divin, c'est la même chose. Il n'y a qu'à lire les textes de Léopold II sur « ils connaissent déjà Dieu », ils l'appellent comme ça, comme ça, comme ça. On a toujours été monothéiste. Alors vous avez comme ça un chapelet d'éléments utiles à la construction de la pensée congolaise, à la structuration du projet congolais, qu'on n'arrive pas à pouvoir gérer. Bon, maintenant on est dans les débats tout à fait farfelus, qui est intellectuel, qui ne l'est pas, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'on me présente ces intellectuels comme Kamana, qui créent l'imaginaire congolais, qui proposent des pistes, qui se disent que quand il est assis au bord du lac, la brise lui amène les travaux du cardinal Malula, il voit la figure de Lumumba, il voit la figure de Kimbangu, Kimpavita. Ça lui procure cette capacité extraordinaire de se transcender. C'est dans son texte. Voyez-vous, et quand je lis ça, je me sens en adéquation avec lui, en harmonie avec cette capacité de pouvoir se transcender, créer autre chose. Je ne suis pas du peuple larmoyant, je suis du peuple de la volonté de puissance. Et par conséquent, ce que j'enseigne aux jeunes gens, c'est cette volonté de puissance. La ligne qui mène du ver des terres vers les surhommes passe par l'homme. Or, pour l'instant, nous végétons entre les vers des terres et l'homme. Essayons d'atteindre la position de l'homme et espérons à ce moment-là de pouvoir atteindre les surhommes pour être à la table de discussion avec les autres. Parce que finalement, si vous dites « ils nous font ceci et cela », mais c'est en leur faveur, ils n'arrêteront pas de le dire, de le faire, parce que ça leur bénéficie. L'homme est un loup pour l'homme. N'espérez rien, c'est la survivance des plus aptes. Voilà, c'était la première série de questions. À présent, mesdames et messieurs, nous allons en tout cas passer à la deuxième série qui est réservée aux internautes. Vous refusez à Maître Pépin Guillaume Mondjolo sa qualité d'intellectuel puisqu'il est en politique, et qu'en même temps, vous appelez les intellectuels à prendre le contrôle de la politique. Il y a une contradiction. Quand ils l'auront fait, seront-ils encore des intellectuels? Voilà la question. Première question. Deuxième. Au nom de Madame Raïssa Loubaki à Bordeaux, et c'est pour Pépin Guillaume Mondjolo, pensez-vous que le meilleur gouvernement politique serait celui des philosophes ou des vrais penseurs? Et une dernière pour le philosophe Kamana. Vous déclarez que les deux débatteurs sont sur le même pilier. Alors, où se situe la différenciation, où et à quel niveau se situe la différenciation de leurs deux approches? Et il y a une dernière question générale, posée par Valencia Iloki, qui est également auteur, basé à Brazzaville, auteur et magistrate, qui dit ceci: lorsque la loi est muette, le magistrat crée le droit par la jurisprudence. Peut-il lui aussi prétendre être un intellectuel, à l'exemple du juge Magno qui a créé l'état de nécessité? Merci. Voilà, merci beaucoup. C'était des questions de nos internautes. À présent, je vais commencer par le professeur Kamana pour les réponses. Mais avant, mesdames et messieurs, les livres sont vendus à l'entrée de la salle parce que, plus précisément, après les questions et réponses, nous passerons à la dédicace des livres. Alors, si vous êtes intéressé et que vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à vous diriger vers l'entrée de la salle. Professeur, vous avez la parole. Il y a des situations où, en surface, on croit s'opposer, on entre en débat, on défend des positions qui apparemment sont contradictoires, mais en profondeur, on défend les mêmes causes essentielles. Et il serait bon que chaque fois qu'il y a deux thèses contradictoires, il serait bon d'appliquer ce que Lin Tzu, un moine chinois du 9e siècle,
nous propose, c'est face à deux thèses opposées, il faut un moment où il faut être, je prends ici Mulumba et Manjolo, il y a un moment où il faut être avec Mulumba et abandonner Manjolo. Il y a un moment où il faut être avec Manjolo et abandonner Mulumba. Il y a un moment où il faut n'être ni avec Manjolo ni avec Mulumba. Et il y a des moments où il faut être avec Manjolo et avec Mulumba. Ça s'appelle la dialectique du parfois. Et parfois, Mulumba a raison contre Manjolo, parfois Manjolo a raison contre Mulumba, parfois ils n'ont raison ni l'un ni l'autre, parfois ils ont raison l'un et l'autre. Si vous appliquez ça et que vous regardez ce qu'ils disent, ils défendent une même thèse de fond. Ce pays doit changer. Ce continent doit être transformé. Mais comment le faire sur la question de la méthode et des stratégies? Chacun voit un élément du problème. Et c'est là qu'ils peuvent s'opposer. L'un voit la dimension de l'intellectuel, le rôle de l'intelligence. Et l'autre voit le rôle de l'action. Mais regardez bien, même à ce niveau de stratégie et de la capacité d'échanger les choses, remarquez bien qu'à un moment de leur argumentation, les deux éléments qu'ils opposent, l'intelligence et l'action, se mélangent. Il faut des philosophes pour conduire l'action politique, mais il faut aussi l'action politique pour éclairer les philosophes. On entre dans un cercle qu'il n'essayait pas de couper en morceaux, parce qu'on se trompe dans cette logique. La tendance face aux choses complexes ne doit pas être de les couper en morceaux, mais il faut les prendre ensemble. Et là, on voit que chacun défend un morceau de la vérité, mais la vérité unit les deux morceaux. Je vais répondre à notre ami camerounais par des exemples. Il peut me dire Eboussi Boulaga, qui est un penseur camerounais, est-il intellectuel ou politique? Est-ce qu'il peut me dire le professeur Kanto, l'opposant Paul Biya, est-il intellectuel ou politique? J'ai pris ces exemples pourquoi? Eboussi Boulaga, je l'ai rencontré grâce à professeur Kamana à Bafoussam. On a passé une semaine avec professeur Kamana à Bafoussam. Lors de son décès, je suis parti assister aux funérailles, juste dans son propre village à Bafia, au Cameroun. J'ai eu à discuter avec les penseurs camerounais pour leur dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? D'ailleurs, Boussi avait refusé que les pouvoirs de Paul Biya fassent un geste pour son enterrement. Il a refusé, il a dit à son fils qu'on ne voie pas les hommes politiques. On est parti l'enterrer dans son village, on a eu à rencontrer des professeurs d'université, des grands philosophes. On engage les débats. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Et si vous partez au Cameroun, les intellectuels, les véritables intellectuels qui ne font pas la politique sont pauvres. C'est le cas des Boussi.
On est parvenu à couper même son propre salaire. Il est mort dans une misère en quelque sorte. Et quand je prends le cas de Kanto, Kanto est professeur d'université. C'est un politique. Il était candidat à la présidence de la République au Cameroun. Il a été battu par Paul Biya. On dit même s'il a triché, il a été battu. Est-ce que Kanto est-elle un intellectuel ou bien un politique? Donc, quand je pense à l'exemple, c'est pour expliquer à notre ami que ce sont des métiers différents. Je l'ai dit, un intellectuel, c'est un théoricien, un homme de réflexion. Un homme politique, c'est un praticien, un homme d'action. La manière de procéder sont différentes. Chez l'intellectuel, on pose des hypothèses, on les vérifie, on tire des conclusions. Chez l'homme politique, on ne pose pas des hypothèses, on prend des décisions. L'essentiel est que cette décision soit meilleure et qu'elle soit efficace pour rendre la communauté heureuse. Donc c'est deux fonctions différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont opposés. Ils doivent collaborer. En Europe, vous allez voir, la plupart des intellectuels collaborent avec le pouvoir politique, mais en étant indépendants. François Mitterrand, par exemple, chaque soir, il demandait, il invitait les penseurs, les philosophes, les historiens, des juristes. Ils discutaient. Mais ce sont des hommes libres. Ils ne dépendent pas de son parti politique. Pour l'éclairer. C'est une tradition en Europe. Mais chez nous, il y a une sale tradition. On nous a appris, bon, ceux qui font la politique, que quand quelqu'un commence à dire la vérité, il vous menace. Que faire? Il faut les réduire au silence. On casse l'université, on casse l'école. Et quand vous voyez ceux qui sont au pouvoir, sont des médiocres. Et moi, j'ai dit, pour qu'on laisse ces médiocres conduire la société, il faut ceux qui sont capables, qui ont des compétences, qu'ils entrent là-bas, qu'ils se battent comme les autres. On ne va pas les juger par rapport à leurs compétences, à leurs diplômes, à leurs publications, à leurs recherches. On va les juger par rapport aux résultats. Tu as été au pouvoir, qu'est-ce que tu as laissé? Voilà mon point de vue. Donc, je profite pour répondre aussi à mon ami ministre Pépin. La pensée occidentale n'est pas universelle. Chaque philosophe, chaque penseur réfléchit, pense par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve. Quand vous prenez Karl Marx n'a pas pensé pour le monde. Karl Marx a pensé par rapport à la situation occidentale. Vous prenez encore les penseurs chinois. Ils n'ont pas pensé le monde. Ils ont pensé par rapport à leur société. Mais nous, comme on a été colonisés, on nous a amené la pensée occidentale, on nous a imposé. Voilà pourquoi nous réfléchissons par procuration. Voilà pourquoi nous reprenons les penseurs occidentaux. Vous irez en Chine, c'est la pensée chinoise. Vous irez même en Iran, ce sont des grandes civilisations, c'est leur pensée. J'ai lu dernièrement des livres sur Xi Jinping et Poutine. Poutine, dans sa politique, utilise la pensée d'un philosophe russe. Xi Jinping fait la même chose. Vous ne voulez pas voir Xi Jinping utiliser la pensée occidentale? Non. Chez nous, je pense que c'est une tare. Il faut qu'on remette ça en cause. L'Occident a pensé pour l'Occident. Ce n'est pas universel. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se couper d'eux. Nous devons enrichir nos pensées avec des pensées d'autres civilisations. C'est ça la modernité. Ce n'est pas si mauvais de lire Karl Marx, lire Max Weber et les autres, lire les penseurs chinois. C'est pour nous enrichir, comprendre comment le monde fonctionne. Mais penser que la pensée occidentale est universelle, c'est une erreur. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de diplômés, beaucoup d'universitaires, mais la situation ne marche pas. Parce qu'ils pensent en tant qu'occidental, mais ils ne pensent pas en tant qu'africain. Donc le travail à faire, c'est avoir comme base la pensée congolaise, la philosophie congolaise, la pensée africaine, mais en s'ouvrant sur le monde, en lisant Aristote, les Platon et les autres. Ce n'est pas si mauvais. Hein? Il faut s'enrichir, mais ce qui est bon,
il faut désaliéner notre élite, pour la plupart, qui réfléchit par procuration. Je vous remercie. Merci, professeur, puisque vous avez fait la synthèse intéressante en citant les philosophes chinois du 19e, et ce qui correspond exactement à la même position donnée par Leibniz par rapport au point de vue. Et j'ai eu aussi un professeur que vous devez sûrement connaître, Host, qui a fait un travail dans le même sens, l'entre-deux, la quête de la vérité et l'entre-deux. Freddy, ce qu'il faudrait faire éventuellement prochainement, c'est que, puisqu'on va encore devoir des discussions, c'est non seulement de dire, mais d'entendre aussi ce que moi j'ai dit, puisqu'apparemment, tu fais des prélèvements sans pour autant faire la totalité de ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la pensée occidentale était universelle. J'ai dit que la pensée sœur de la terre africaine a été adaptée en Occident par rapport à leur réalité, au même titre qu'en Asie. Nous sommes le point de départ. J'ai remonté le temps en parlant des mathématiques et du bâton du Shango. J'ai fait tous les cursus, enfin, moyennement, j'ai expliqué les étapes. Il y a des choses, ce n'est pas parce que ça sort de l'Occident que ce n'est pas universel. Lorsqu'on dit la Terre est ronde, c'est universel, mais ça vient de l'Occident. On va rejeter parce que ça vient de l'Occident. Et puis derrière ça, j'ai parlé de l'herméneutique. Chaque situation est adaptée à une société. Voilà ce que j'ai dit. Donc il n'y a pas une confusion possible entre le fait de pouvoir dire que c'est universel. Quand c'est universel, c'est vraiment universel. Notamment les mathématiques sont universelles. On ne peut pas dire ce sont les mathématiques chinoises, ce sont les mathématiques iraniennes ou perses. Non, ce sont les mathématiques. Donc par conséquent, il faut intégrer cette façon-là. Quand on est dans la logique et argumentation, les principes de réflexion sur un syllogisme, sur un paradoxe, puisque vous en êtes les maîtres, donc vous allez voir qu'effectivement, ce sont les éléments qui sont applicables à toutes les sociétés. Ce n'est pas parce que ça a été formulé de manière plus structurée par les Grecs que ça perd son sens quand on doit l'appliquer à la RDC. Toutes les contradictions que tu peux développer s'appellent des paradoxes et par conséquent, ces mots-là sont applicables qu'on soit en Chine, au Japon, à Kinshasa ou ailleurs. Ce sont les paradoxes. Donc, voilà, ce sont les éléments qu'il faut d'abord intégrer. Maintenant, je reviens sur la position qui a été donnée par le prof Kamana, qui est tout à fait juste par rapport à ce qui peut être bien chez toi, ce qui peut être bien chez moi, ce qui est être bien entre les deux, ce qui est mauvais ou mauvais, tout ça, et tenter de pouvoir prendre les problèmes selon Leibniz, c'est-à-dire les points de vue. Deleuze nous ramène les points de vue selon Leibniz. Il dit il faut faire la part des choses. D'ailleurs, là, il va sur l'option des Parménides. Il faut faire la part des choses entre l'opinion et les points de vue. L'opinion, c'est votre pensée. Or, là, ce que vous faites, ce n'est pas votre pensée, vous êtes dans la vérité. Parce que, comme on a dit, vous avez vu juste, le constat est juste par rapport à l'intelligence congolaise, à l'intellectuel congolais. J'ai dit la même chose. Par conséquent, nous tendons vers une vérité. Donc, puisqu'il a maintenant, il faut donner un peu un cours de philosophie et de la logique à ceux qui nous suivent. Cette vérité, on doit l'imaginer comme étant un éléphant. C'est l'exemple que je donne habituellement parce que c'est l'animal le plus imposant parmi les pachydermes. Alors, un éléphant, vous découvrez un éléphant, je découvre un éléphant. On ne le connaît pas. Ni toi, ni moi. Alors, je te dis, je suis derrière un animal assez particulier. Mon point de vue te donne accès à une part de la vérité, qui est la trompe de l'animal. Mon point de vue me donne accès à une part de la vérité qui est l'arrière-train de l'animal. S'il s'avère que nous sommes à 4, il y aura un sur le flanc droit, l'autre sur le flanc gauche. Et par conséquent, l'ensemble de ces points de vue forme la vérité. Donc personne n'a le monopole de la vérité. Chaque être humain ou chaque penseur peut avoir accès à une part de la vérité. C'est l'addition de ces vérités, donc de ces points de vue, qui forment la vérité. C'est ça le principe, à faire la part des choses avec les opinions. Les opinions sont les avis personnels, des sentiments, qui peuvent être bons ou mauvaises, mais ce sont les sentiments. Ce ne sont pas les points de vue, ce sont simplement des approches individuelles. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, la question qui m'a été posée sur un juge qui émet une jurisprudence, en fait, qui donne une solution à un problème qui n'a pas de texte. 1. Il n'est fait appliquer, c'est la question qui a été posée de Paris ou de Bordeaux.
un juge qui est face à une situation sui generis où il n'y a pas de règles des droits applicables. Il est lié à un principe clé qui s'appelle le déni de justice. Il est obligé de trouver la solution à ces problèmes-là. Il ne peut pas dire à quelqu'un, écoutez, la loi ne dit rien ici, tu dois partir, moi je ne sais pas quoi faire. C'est interdit. Donc il a l'obligation, parce qu'on lui a donné l'autorisation. La loi lui l'autorise. Il ne crée rien du tout. La loi a créé pour lui l'espace de proposer une piste de solution par rapport à un problème qui n'a pas de solution dans les droits internes. Notamment aller voir ailleurs comment ça fonctionne. Dans d'autres pays qui ont des corpus, des règles de droit similaires à son pays. Si ça n'existait pas lui-même, par le bon sens, il doit proposer une position juste, équitable, en rapport avec la situation. Et finalement, ça s'appelle une jurisprudence dès qu'elle est adoptée. C'est ça le principe. Ça ne fait pas de lui intellectuel, parce qu'il a les clés, on lui a dit ce qu'il devait faire. Ne pas laisser l'espace vide, pas de déni de justice, donner solution au problème. Quand vous n'avez pas de règles, créez-en en fonction des regards vers l'extérieur ou en fonction de la sagesse qui est propre, qui est la vôtre, de manière prétorienne. Donc, il n'y a rien de spécial là-dessus, c'est juste l'application des métiers. C'est un médecin qui a un problème, qui n'a pas appris à faire ceci, cela, tout ça, il est en pleine guerre. Comment il fait pour soigner? Écoute, il va soigner par une méthodologie qui lui est propre, ça ne fait pas de lui un intellectuel, il ne fait que son métier. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'il faudrait dire à ce niveau-là. Je pense que c'était la dernière question. Voilà, donc moi je souhaiterais ici, je pense qu'on a, si on va peut-être vous repasser la parole pour je ne sais pas si c'est pour le mot de la fin, mais sincèrement, avant qu'on arrive au mot de la fin, j'ai remercié énormément Freddy pour son ouverture d'esprit, parce qu'on constatera que mon texte a été organisé comme des attaques militaires. Et donc voilà, quelqu'un qui subit des attaques aussi violentes et qui a toujours les sourires aux lèvres, il a les bonnes dispositions pour être intellectuel. Donc la position du prof Kamana sur les sujets, sur nos approches, détermine qu'effectivement notre société a un problème sérieux de l'éclairage de la cité par ceux qui sont en vue. De sorte que, depuis longtemps, ceux qui sont en vue n'ont pas éclairé la cité, ils l'ont plutôt lancé dans une obscurité abyssale. C'est ça le souci qu'on a. Et au terme de ces discussions, je pense que vous sortirez de là, comme dit Nietzsche encore, il ne va pas vouloir. Ceci est un puits profond dans lequel vous faites descendre votre main, vous les ressortez enduits d'or et de bonté. Merci. Voilà. Je pense que le professeur a un mot à dire. Allez-y. C'est un mot de conclusion. J'ai commencé cette séance en évoquant un grand débat entre le professeur Moudimbe et le professeur Ngall. Le professeur Ngall reprochait à Moudimbe d'être un aliéné, une fabrication des Blancs. Et le professeur Moudimbe lui se défendait en disant que la science, c'est la science et qu'il faudrait la transmettre non pas à partir de la couleur de la peau, mais à partir de la vérité. Et que lui, il était dans la vérité et Ngall était dans l'idéologie. Mais j'aimerais terminer par un autre débat qui a eu lieu ici à l'université Lovanium. Ça, c'est le professeur Van Est, un Belge qui enseignait à la faculté de théologie,
contre son étudiant qui s'appelait Chibangu Tshisekedi, aujourd'hui Monseigneur et éternel chancelier des universités. La thèse de Chibangu était qu'il doit y avoir une théologie africaine, que les Africains ont le droit de faire leur théologie. Et Van Est répondait, la théologie est universelle. Il ne faut pas la penser à partir de son point, de son ancrage local. J'évoque ces derniers débats parce que longtemps après ces débats, j'ai rencontré Van Est à Bangui, où j'ai travaillé, et la faculté de théologie avait organisé une fête en son honneur. Et puis, je lui ai demandé, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de votre débat? Qui a gagné le débat? Et Van Est m'a donné cette réponse que je n'ai pas oubliée, que je n'oublierai jamais. Il a dit, ce n'est ni lui, ni Chibangu. C'est le débat qui a gagné. Et je crois que c'est la même chose que je dirais à la fin de ce débat entre Mulumba et Manjolo. Ni l'un ni l'autre n'a gagné ce débat, mais c'est le débat qui a gagné. Et je vous remercie. Tozua etumbeli biso